Le 18 octobre, c'est la réunion du Conseil des ministres européens qui doit délibérer d'une question, l'adoption par l'Europe de ce qu'on appelle le CETA, qui est un accord, un traité commercial entre l'Europe et le Canada. Bon. Alors, ce jour-là, les ministres vont évidemment dire oui. Vous savez pourquoi? Parce que les Allemands disent oui, donc par conséquent, tous les autres vont dire oui. Et ce traité, même si tout le monde n'a pas fait voter dans son propre pays pour ou contre, que ce soit par les parlements ou par référendum, pourrait bien s'appliquer sans même donc avoir été adopté formellement. Vous vous rendez compte? C'est comme ça. C'est ça les règles de fonctionnement de l'Europe. Alors, pourquoi c'est un problème? Parce que cet accord avec le Canada, c'est à peu près la même chose que l'accord qui nous est proposé avec les États-Unis d'Amérique. Vous savez, cet accord qui change de nom sans arrêt, tantôt s'appelle TAFTA, tantôt s'appelle TIPP, tantôt, voilà, il n'arrête pas de changer de nom, mais tout le monde a compris ce que c'est. C'est un accord de libre-échange avec les États-Unis. Là, c'est pareil. Alors, il y a bien des problèmes qui sont posés par ce traité CETA. On nous le présente comme la version sympa, parce que c'est les Canadiens c'est des potes, il y a les Québécois dedans, bon, donc c'est pas des méchants à côté des États-Unis d'Amérique. Foutaise. La vérité, c'est qu'il suffira à n'importe quelle entreprise des États-Unis de mettre un siège social au Canada, et hop, les marchandises circuleront entre les deux rives de l'Atlantique. C'est évidemment un cheval de Troie, ce CETA. Et surtout, ce qu'il y a de grave, c'est que dedans, il est prévu des tribunaux d'arbitrage. À quoi ils servent? Ce sont des tribunaux où une entreprise peut porter plainte contre un État. Déjà, c'est assez nouveau. Et elle porte plainte en disant « Ah ben, vous avez changé la loi, donc vous m'avez causé du tort, donc il faut me dédommager. » Admettons. Admettons qu'on accepte l'idée qu'une entreprise porte plainte contre l'État parce qu'il a changé la loi. Mais elle va demander quoi comme dédommagement? Vous, ce qui vous vient à l'esprit, c'est de vous dire « Ah ben l'entreprise, elle a acheté des machines, elle a fait des investissements, donc c'est normal qu'on les lui rembourse si ça a changé. » Non, mais c'est pas ça qu'ils demandent eux. Ils disent « Attendez, nous, on avait l'intention de venir ici pour, par exemple, prendre du pétrole de schiste, comme c'est le cas dans un cas au Canada. Et vous avez changé la loi. Eh bien, si vous changez la loi, il faut nous rembourser le bénéfice qu'on comptait faire. Donc, ils n'ont pas fait la moindre chose, mais il faudrait qu'on les dédommage comme si ils avaient fait, comme s'ils avaient fait du profit dessus. C'est une histoire de fou. C'est comme ça que l'État australien se retrouve confronté au lobby du tabac, parce que l'État australien a changé sa législation et mené des campagnes anti-tabac. Alors les cigarettiers disent, nous on avait prévu qu'il y avait tant de millions de cigarettes qui allaient être fumées, elles ne le sont pas, pour vous nous les devez. Voilà. Et c'est pareil en Allemagne, où le gouvernement allemand est pris à partie par les entreprises qui travaillent dans le nucléaire, qui disent, nous on avait prévu de faire tant de millions de kilowattheures grâce aux centrales nucléaires, on ne peut pas les faire, il faut nous les rembourser. Voilà. Donc vous voyez la logique incroyable. Alors d'abord ils demandent à être dédommagés de profits par rapport à des activités qu'ils n'ont pas faites, mais chose encore plus incroyable, ils osent demander ça à un tribunal d'arbitrage. Mais l'arbitrage, les amis, c'est pas la loi. Hein. Bon. Et pourquoi c'est un tribunal d'arbitrage? Parce qu'ils disent, nous, on veut pas dépendre de la loi du pays concerné. On veut dépendre des usages et des coutumes et des jurisprudences du commerce international. Donc on fabrique un tribunal rien que pour eux. Et dans ce tribunal, c'est pas la loi qui s'applique, c'est l'ensemble des références commerciales anglo-saxonnes du monde. Donc vous pouvez voter les lois que vous voulez dans votre pays, ça compte plus pour eux. Et puis vous savez comme moi comment ça se passe. Quand vous vous préparez à voter une loi et que vous apprenez que vous avez des lobbies qui vont vous demander des dédommagements, on vous tire par la manche, et puis on vous dit surtout faites pas cette loi, ça va vous nous coûter un bras. Bon, voilà. C'est donc cette situation-là qui va avoir lieu avec le CETA. Alors, bon, voilà l'aspect politique, voilà l'aspect commercial, et maintenant je viens sur l'aspect qui m'importe particulièrement dans cette affaire, c'est l'impact sur l'agriculture. Parce que tout ça ouvre les vannes, c'est donc la liberté absolue du commerce, vous savez ce que ça a donné pour le lait, hein. Autrefois il y avait des quotas, on ne pouvait pas produire plus qu'une certaine quantité, comme ça on contrôlait les prix. Du jour au lendemain, ils ont dit, ça c'est terminé, maintenant le lait c'est une marchandise comme une autre, il y a des hauts et des bas. Forcément, quand il y a des hauts, tout le monde investit pour faire du lait l'année suivante il y a trop de lait, plouf, tout s'écroule, et il y a des entreprises qui ferment, mais surtout, je termine là-dessus aussi, parce que vous avez des milliers de vaches, qu'est-ce que vous croyez qu'ils font? Ils n'envoient pas la prairie en retraite, hein. Ils les tuent. Et ça fait des montagnes de carcasses qui sont mises en circulation, c'est encore plus de viande qui circule, encore plus de protéines carnées. Et vous savez que les protéines carnées, c'est le absurde de chez absurde. Il vous faut 5 kg de protéines végétales pour produire 1 kg de protéines animales. C'est les mêmes, il n'y a que le goût qui change, hein, mais c'est les mêmes. Donc tout ça est absurde. Eh bien vous voyez que cette absurdité qui simplement fait tourner le commerce va aller en grand. Évidemment,
l'agriculture française, du peu qui en reste, va y rester. Mais les gros agrariens français, ils y trouvent leur compte. Parce qu'eux aussi sont sur le marché mondial avec du blé, avec des céréales. Donc ils s'en fichent du lait et du reste. En quelque sorte, les gros se sont partagés le marché mondial. Toi tu fais ci, moi je fais ça, et ainsi de suite. Et au passage, évidemment, adieu à l'agriculture paysanne, parce que tout ça, c'est des gros rendements. Les gros rendements de n'importe quoi, n'importe comment, pas bon, remplis de pesticides, et avec des OGM, en veux-tu, en voilà, puisque l'Europe encourage d'autoriser 5 ou 6 variétés nouvelles d'OGM de maïs qui vont maintenant pouvoir être semés librement en Europe. Et ces OGM, ils sont insensibles à quoi? Pas à certains insectes, ils sont insensibles à certains pesticides. Autrement dit, les autres peuvent en foutre des quantités toujours croissantes de pesticides pour tuer les bestioles qui viennent sur les organismes OGM, qui ne sont OGM que pour résister aux pesticides. Donc c'est les mêmes qui produisent les OGM, c'est les mêmes qui produisent les pesticides, et figurez-vous que maintenant, c'est les mêmes qui produisent les soins, puisque derrière cette activité chimique, il y a aussi l'industrie pharmaceutique. Donc c'est ce monde de fous auquel il faut mettre un terme. Et aujourd'hui, pour l'instant, ça veut dire une chose, empêcher le CETA d'être adopté. Nous allons donc dans une bataille de longue haleine. Et je vous signale, les gens, que tout ça, ça se règle en 2017. Alors tâchez de bien choisir la personne à qui vous allez confier le soin de savoir si on signe ou pas pour tous ces trucs. Hein. Et reprenez pas les mêmes qui vous disent qu'ils vont pas le faire, et puis après ils le font quand même, du moment que Mme Merkel leur a dit qu'il fallait le faire.